Lacan, nous et le réel, 94e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Les 4 derniers séminaires nous ont permis donc de tourner autour de ce qu'il est convenu d'appeler les choses de l'amour, qui pour la psychanalyse englobe bien sûr le désir et la jouissance, mais surtout une notion qui est très subtile puisque elle engage exclusivement le genre humain, on peut dire, puisque si les animaux et même les plantes sont sensibles aux effets de la parole, le fait que l'être humain, lui, le trumain, comme dit Lacan, ou dit l'être humain, L-E-S, plus loin, trumain, sont les porteurs de la parole, c'est ce qui donne cette spécificité radicale de l'amour humain comme étant problématique. C'est-à-dire, ça ne va pas de soi. Hein. Il s'agit d'apprendre à aimer. On n'aime pas comme ça naturellement. Il y a quelque chose de non naturel dans l'amour humain. Et c'est ce que nous a permis de dégager donc cette première approche d'une relecture lacanienne du banquet de Platon, qui est le texte fondamental sur l'amour, et qui nous a amené à concevoir, comme nous l'avons vu à la fin, donc, un en-deçà et un au-delà de l'amour. Cet en-deçà de l'amour, nous l'avons appelé désir, et cet au-delà de l'amour, nous l'avons appelé demande. Et c'est précisément dans cette nuance-là que s'inscrit la psyché en tant qu'elle est humaine. Et là, c'est là où nous allons voir justement, on va en reparler tout à l'heure, le récit, nous allons reprendre le récit, le seul récit que nous ayons à notre disposition, un récit absolument extraordinaire, un récit d'Apulée du 1er siècle, donc à peu près 5 siècles après le banquet de Platon, qui raconte en détail la rencontre d'Éros et de Psyché. Cette rencontre-là, qui est évoquée dans beaucoup de textes, mais jamais racontée aussi précisément et in extenso, c'est-à-dire dans toutes les conséquences qu'elle doit avoir, dans les moindres détails qui jalonnent cette rencontre, de ce qui se passe réellement entre Eros, donc on peut dire le désir, et Psyché, donc l'âme humaine, qui fonctionne comme une psyché, c'est-à-dire comme un miroir. Et ce qui est très important, c'est une toute petite notule dans l'argumentation lacanienne, elle passe absolument inaperçue, sauf bien sûr à tendre l'oreille au bon moment, c'est que autant Eros est considéré comme de nature divine, eh bien Psyché, elle n'est pas intégralement de nature divine, c'est-à-dire elle est d'une double substance, et ce problème de la double substance, substantia, donc c'est la ousia en grec, c'est vraiment le problème théologique par excellence avec le Conseil de Nicée, qui est venu au tout début du christianisme plaider donc la même substance, homoousia, du Père et du Fils par rapport à
une autre approche qui va intervenir un peu plus tard. Donc c'est toute l'histoire de la théologie. C'est toute l'histoire de la notion différée d'un iota. Donc un iota, c'est une quantité apparemment négligeable a priori. C'est la différence qu'il y a entre même, homoousia, même substance, et homoiousos, de substance semblable. Donc le même et le semblable. Et entre les deux, donc, vous avez l'écriture, donc homoousios. C'est le Père et le Fils ont la même substance divine, et homoiousos, ils sont de substance semblable. Et donc, déjà dans ce mythe de Psyché, qui remonte, bien sûr, il est raconté par Apulée, qui est un auteur du 1er siècle, qui est célèbre aussi pour son carré d'Apulée, qui a servi à la sémiotique structurale de Greimas. Mais Apulée, surtout, est celui qui est l'auteur donc de ce recueil absolument magnifique et très bien écrit, un régal à lire, qui s'appelle L'âne d'or. Et le récit de la rencontre de Eros et de Psyché est une histoire à l'intérieur de l'histoire. Donc ça commence par des contes, des histoires, etc. À un moment, au livre 2 ou 3, je ne me souviens plus, il y a un âne qui commence à raconter sa propre histoire. C'est un âne qui sert des brigands, donc il doit transporter des marchandises, etc. Et à l'intérieur de cette histoire, il va y avoir une femme qui va raconter, donc comme si c'était déjà une sorte d'agapé, c'est-à-dire à l'intérieur de quelque chose, il y a un intérieur et une richesse, une perle, un diamant, qui est cette rencontre d'Eros et de Psyché, dont je vous rappellerai tout à l'heure quelques traits principaux. Bon, c'est pas la peine de raconter tout le livre, puisqu'il suffit de le lire. Mais il y a quand même quelques traits principaux, et notamment, il s'agit de ne pas tomber dans l'erreur de penser que Eros et Psyché racontent l'histoire d'un homme et d'une femme. C'est pas du tout ça. Parce que justement, Psyché, elle est à moitié divine, à moitié humaine. Donc, elle renvoie à ça donc, au mythe chrétien, bien sûr, avec la double nature du Christ. Mais surtout, Eros et Psyché racontent les rapports complexe et la singularité absolue qui va relier le désir et l'âme humaine. Cet amour-là, qui s'appelle désir, pas pour rien, hein, on est déjà revenu assez là-dessus, et l'âme en tant qu'elle est un miroir. Et là, on comprend bien sûr cet effet de miroir, parce que vous savez que le miroir, on le traite avec un peu de légèreté, parce que, disons, quand on est versé dans le travail de Lacan, on s'imagine que, justement, l'imaginaire est une topique plus légère, moins importante que le symbolique et le réel, puisque c'est là que ça se joue, etc. Mais non, parce que les trois registres, imaginaire, symbolique et réel, ont une importance équivalente, un peu comme dans la Trinité chrétienne, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont trois qui font un, et l'imaginaire n'est pas à sous-estimer ou à déconsidérer, parce qu'il y a quelque chose, malgré tout, bien que l'imaginaire ce soit là où il n'y a pas de réel, et bien malgré tout, l'imaginaire, lui, manifeste quelque chose du réel, ne serait-ce que dans l'inversion. Dans le miroir, la gauche et la droite sont inversées. Donc, comme le dit Godard, là, fort à propos aujourd'hui, la gauche et la droite ont été inversées, mais pas le haut et le bas. Donc, effectivement, il y a un effet de miroir. Il y a un effet de miroir qui tient à la nature, disons, semi-divine de Psyché. Et c'est là où nous pouvons remonter à quelque chose qui est de l'ordre de la mêmeté entre le miroir et la Psyché, bien que ce soit marqué évidemment par l'étalage de la différence, puisque Eros est du côté masculin et Psyché du côté féminin dans le mythe, mais il y a quelque chose qui accroche
le désir à l'âme humaine. Et là se tient justement toute la complexité psychanalytique. Mais c'est une complexité, c'est pas une complication, c'est juste qu'il s'agit de savoir déplier très doucement et avec beaucoup de précaution toutes les arcanes de ce désir-là par où il passe en tant qu'il est cet en deçà. On dit en deçà, mais c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est un en deçà par rapport à un objet. Donc nous revenons là, suite à ce séminaire sur la lecture lacanienne du banquet de Platon, à notre structure fondamentale qui est énoncée ainsi par Freud, donc que notre appareil psychique est formé d'un principe de plaisir et d'un principe de réalité qui, comme deux demi-sphères qui ne se referment pas, laissent ouverte la place de quelque chose qui apparaît comme un objet. Cet objet empêchant les mâchoires du principe de plaisir, du principe de réalité de se refermer, étant entendu que le principe de réalité lui-même, en tant qu'il fait partie de cet appareil psychique-là, ne nous conduit pas vers le réel, mais au contraire est construit de cette manière-là pour nous protéger du réel que nous laissons entrer progressivement. Alors pour comprendre ça, vous n'allez qu'à observer comment fonctionne un enfant. Hier, par exemple, je me promenais au jardin des plantes et puis je vois une petite fille arriver vers moi. Et elle était prise dans son monde, c'est-à-dire qu'elle rêvait. Elle rêvait, elle était prise dans son appareil psychique, c'est-à-dire principe de plaisir, principe de réalité. On voyait que à son regard qu'elle était isolée du monde extérieur. Et au moment où elle me croise, hop, elle ouvre son principe de plaisir, principe de réalité. Donc, elle s'ouvre au réel, là. Elle me regarde, elle voit qu'elle n'a rien à craindre de ma rencontre, en quelque sorte. Elle a même un petit sourire. Et donc, on voit que nous sommes majoritairement pris dans notre rêverie, dont on ne se réveille pratiquement jamais, parce que le réel nous effraie. Et il nous effraie d'autant plus que nous sommes maintenus par la pression sociale dans notre imaginaire, en quoi consiste justement ce principe de plaisir, principe de réalité, qui borde le symbolique sur son côté imaginaire, de telle manière que nous ne puissions pas supporter le réel et que nous restions pris dans notre monde intérieur comme ça, alors que justement le travail analytique consiste à accepter que notre structure psychique qui est ouverte, donc qui va causer notre division subjective, nous permette non seulement d'accéder au réel, mais pas comme un but, c'est plutôt de faire avec le réel, parce que le réel est lui-même à l'origine de ce principe-là même, de notre appareil psychique, en tant que nous sommes les représentants d'une espèce, et donc à un moment, il faut se retrouver en présence de notre partenaire sexuel dans l'optique possible de la procréation et de la continuité de l'espèce. Ça, c'est le réel sous-jacent du fantasme, mais qui est inscrit aussi bien en nous, les êtres humains, que dans toutes les espèces. Je vous rappelle, parce que je ne m'en lasserai jamais, il y a un très beau film documentaire, Mon ami la pieuvre, là, d'un pêcheur sous-marin sud-africain qui plonge et qui arrive à apprivoiser une sorte de pieuvre, etc. Ça vit 1 an, à peu près, une pieuvre. Et avant de pondre ses œufs et donc de se perpétuer comme espèce, donc elle s'isole, et c'est là où elle génère elle-même un enzyme pour ne pas dévorer sa propre portée. Parce que là, je vais vous faire revenir à quelque chose donc de l'ordre de cet amour originel là, qui manifeste la libido avec le désir, on peut dire, l'objet, la demande. Et c'est connu, enfin,
comme dit Hegel, ce qui est connu, c'est tellement connu que ce n'est pas connu. Donc on va revenir sur des choses très simples, et notamment ce qu'on appelle en psychanalyse le stade oral. Puisque cette histoire-là de dévoration de la pieuvre, qui est obligée de générer elle-même un enzyme pour se tuer elle-même et laisser la chance à la nouvelle génération de petites pieuvres à venir, donc la descendance, eh bien, elle est inscrite déjà dans la voracité de l'amour comme étant présent au stade oral, mais sous une forme où cette voracité va être sublimée, en quelque sorte, puisque le fait que nous soyons des êtres parlants et que le bébé, bien qu'il n'arrive pas à prononcer quelques paroles articulées, il n'empêche que d'être immergé dans le langage et en rapport direct avec un autre qui va le nourrir, eh bien l'instauration de l'autre, qui est un être parlant, donc qui est un être de langage, fait que une demande a lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un besoin de nourrissage. Il y a ce besoin de nourrissage. Si le corps n'est pas nourri, le corps va dépérir. Mais le fait d'être un être parlant fait que ce besoin passe par une demande. Et cette demande, pour n'être pas articulée précisément, ni par l'enfant, ni par le parent nourricier ou nourrisseur, n'en a pas moins lieu en tant que nourris-moi, qui donne lieu à une contre-demande qui émane du même lieu. C'est ça le lieu de l'autre, qui est placé là, en l'occurrence, le plus souvent chez la mère. Mais pour l'enfant, il n'y a pas de différence. Comme il ne fait pas de différence entre son complément anatomique, qui était le placenta, et dont il a dû se couper en venant au monde, au moment de sa naissance, eh bien de la même manière, il ne va pas faire de différence entre le bout de sein, donc l'origine de l'objet partiel, ce qui empêche le principe de plaisir de se refermer sur le principe de réalité et de vivre uniquement dans un rêve comme ça, c'est cet objet, donc il y a quelque chose là qui vient empêcher, et puis surtout le besoin de nourrissage qui détermine donc un besoin du corps, hein, c'est un besoin basique. Mais le fait qu'il passe par la demande, il est touché par la demande, et donc ce n'est plus tout à fait ça. Parce qu'il donne lieu à une contre-demande. Il donne lieu à une contre-demande parce que le nourrissage lui-même, en tant que tel, dépend du bon vouloir de l'autre, de quelqu'un d'autre. Il ne suffit pas donc d'avoir faim et de dire « nourris-moi ». Il faut qu'il y ait un autre là, qui soit là et qui accepte de nourrir. Et donc, dans l'esprit, que l'autre lui dise « laisse-toi nourrir », parce que c'est là l'origine de chacun ne fait que recevoir de l'autre son propre message sous sa forme inversée. Qu'est-ce qui fait l'objet de la pulsion orale? C'est ce que nous appelons d'habitude l'objet partiel, le sein de la mère. Où est à ce niveau ce que j'ai appelé tout à l'heure le point d'angoisse? Il est justement au-delà de cette sphère. Le point d'angoisse est au niveau de la mère, l'angoisse du manque de la mère. Chez l'enfant, c'est l'angoisse du tarissement du sein. Le point d'angoisse ne se confond pas avec le lieu et la relation à l'objet du désir. La chose est singulièrement imagée par ces animaux que d'une façon sans doute pour vous inattendue, j'ai fait là surgir sous l'aspect de ces représentants de l'ordre des monotrèmes. Effectivement, tout se passe comme si cette image d'organisation biologique avait été
par quelques créateurs prévoyants, fabriqués pour nous manifester la véritable relation qui existe au niveau du nourrissage de la pulsion orale avec cet objet privilégié qu'est la main. C'est-à-dire qu'après, évidemment, comme nous sommes obligés de passer par cette monstrueuse entreprise de crétinisation en quoi consiste notre éducation, parentale, ensuite l'école. Bon, le pire, c'est quand il y a la fac après, parce que après c'est fini. Les structures sont tellement déterminantes que les types n'arrivent plus du tout à retrouver le goût des choses simples, comme disait une publicité justement pour de la nourriture qui n'était pas simple du tout, très chimique et très dégueulasse. Mais en tout cas, le simple, c'est de revenir à cette origine-là, où il y a quelque chose à voir entre... Donc la demande, c'est le besoin qui passe par les défilés du signifiant, du fait d'être un être parlant, et qui se trouve modulé, modéré par le fait d'être autre chose qu'un besoin, et cette autre chose d'un besoin va faire que l'enfant, bien sûr que quand il est bouché par le biberon ou par le sein de la mère qui veut le nourrir comme ça, où reste-t-il? Qu'est-ce qu'il reste de lui en tant que sujet de désir? Parce qu'au début, il est objet, c'est-à-dire que sa demande, elle est, mais en amont de ça, mais que suis-je pour l'autre? Puisque l'autre est déjà là, il y a une installation. C'est ce qui fait notre néothénie, c'est le fait que nous ayons toujours choisi déjà l'autre, hein, qui va s'occuper de nous, etc. Donc cette dépendance de l'autre, en tout cas au stade oral, après au stade anal, ça va être encore pire, mais il faut déjà passer par le stade oral. Ça a quelque chose à voir avec la dévoration. C'est-à-dire, comme nous l'avions déjà vu, de ne pas pouvoir rentrer dans l'utérus fait qu'on veut dévorer l'autre. Et là, c'est très intéressant parce que dans l'éthologie animale, enfin c'est un pléonasme, hein, mais quand Lacan observe notamment les mantes religieuses, il est obligé de supposer, dans la démarche la plus logique et cohérente, subséquente aux travaux de Lorentz notamment, de penser que manger la tête du procréateur, c'est en quelque sorte la jouissance suprême, c'est la visée. Hein. Donc on voit ça aussi avec le film japonais, là, L'Empire des Sens, dont Lacan parle aussi, où elle lui coupe le pénis et il meurt là. Et donc, mais d'une certaine manière, ça a toujours quelque chose à voir avec la dévoration. Et donc nous sommes dans un rapport à l'autre, donc on a vu nourris-moi veut dire laisse-toi nourrir, mais le laisse-toi nourrir, il attribue ce message à l'autre, tout en y répondant par la négative. Oui, mais pas tout, parce que sinon, où est mon désir? Il disparaît complètement, là. Donc il faut qu'il y ait une place pour le désir, que le désir reste. Et donc, ce qui veut dire que il va pas finir le biberon, il va arrêter à un moment, et ça fait comme une chaîne de signifiants qui est coupée, donc qui est discontinue, donc un peu, puis encore un peu, puis encore un peu, puis à un moment il va arrêter, mais il ne peut pas aller jusqu'à être complètement repu, parce que sinon il ne reste rien de son désir, et c'est comme si ce qui était déjà inscrit en lui, comme parole non dite, mais c'est un enfant du dire avant tout, puisque c'est un être humain, c'est préserve ton désir. Donc il est dans une préservation absolue comme mission principale de son désir. Donc de rester, d'une certaine manière, dans une insatisfaction satisfaisante pour préserver son désir et recommencer ensuite. Et évidemment, il y a des parents, là, ils veulent à tout prix qu'ils finissent le biberon,
Et là, on a l'amorce, le début de ce qu'on appelle, peut-être pas à tort d'ailleurs, l'anorexie mentale, puisque c'est vraiment una cosa mentale, comme disent les Italiens. C'est-à-dire que ça se passe déjà dans la psyché d'un tout petit bébé de mesurer, en quelque sorte, jusqu'où il peut aller ou pas sans se perdre lui-même en obéissant à son commandement, donc de « laisse-toi nourrir » qu'il attribue à l'autre. Puisque chaque fois, on attribue à l'autre la demande et la contre-demande. Et là, nous sommes dans une dimension où l'initiative vient a priori du sujet. Et la bascule va avoir lieu, bien sûr, avec le stade anal. Puisque là, on est dans une demande du sujet, et dans le stade anal, progressivement, donc, le parent nourricier va demander, lui, mais cette fois, la demande peut être beaucoup plus explicite, soit de retenir les selles, soit de les lâcher. Et là, bien sûr, ça se complexifie, puisque la demande, cette fois, vient de l'autre. Mais pour un bébé, il y a toujours de l'autre a priori, puisque la vie elle-même dépend du bon vouloir d'un autre. Donc le grand autre est déjà instauré. Et là, bien sûr, il est dans une confusion avec le petit autre. Et là, c'est là où vont se distinguer, donc, notamment la structure obsessionnelle, névrotique. Enfin, névrotique et obsessionnelle, c'est la même chose, puisqu'au fond, on a vu que dans le passage de la psychose à la perversion et à la névrose, au final, l'hystérie n'est plus du tout névrotique, et c'est pour ça que, quand on appelle ça au stade anal le stade sadomasochiste, dans un premier temps, même Lacan l'appelle comme ça, mais par la suite, il reviendra, parce qu'il démontrera que c'est pas bon, c'est pas juste sadomasochiste, parce que le sadisme appartient à la structure névrotique, tandis que le masochisme appartient à la structure perverse. Donc, on n'est pas dans la même structure. Donc, quand on emploie ces mots comme une espèce de Lego qu'on emboîte l'un dans l'autre, c'est pas ça, c'est une simplification abusive de la structure. Mais revenons à nos sadomasochistes, qui sont justement toujours séparés. À savoir qu'il y en a un au niveau de la pulsion scoptophilique qui réussit ce qu'il a à faire, à savoir la jouissance de l'autre, et un autre qui n'est là que pour boucher le trou avec son propre regard, sans faire que l'autre y voit, même sur ce qu'il est, un petit peu plus. C'est à peu près le même cas dans les rapports entre le sadique et le masochiste. Cette seule condition qu'on s'aperçoive où est l'objet petit a. Mais ça se passe bien sûr toujours au stade anal où là il y a un dédoublement donc de l'enfant qui va dire comment je peux faire plaisir à l'autre. Est-ce que c'est en retenant les selles et puis là il peut pousser l'expérience un peu plus loin en la retenant tellement que l'autre va être inquiet. Donc là, on est dans l'amorce du sadisme, en quelque sorte. Et puis, où est-ce que je lâche tout sans me retenir, donc pour rendre l'autre, et donc je me mets dans une position où je vais me faire crier dessus, etc. Et donc c'est l'amorce d'une possibilité masochique. Mais en tout cas, cette notion est très complexe et très précise dans la mesure où ses modalités sont multiples, mais si le sujet ne passe pas par une revisitation de ce moment-là, de sa structure par rapport à ça, il n'y a pas eu d'analyse. Parce que ça s'appelle pas analyse pour rien. C'est vraiment le stade qui est déterminant de la sexualité. Puisqu'en fonction
donc de la réponse imaginée à l'autre, du fait de faire plaisir à l'autre. Donc la structure de cadeau de l'excrément est connue depuis longtemps, de tout temps de la psychanalyse. Et comme dit Freud, tout ça, ce ne sont pas des inventions psychanalytiques. Chaque fois que je suis allé quelque part, dit Freud, un artiste était déjà passé par là. Donc un poète, tout se sait. Vous le verrez dans le mythe, justement, de la rencontre d'Eros et de Psyché. C'est absolument remarquable et déterminant, comme vont se déterminer les traits spécifiques de la sexualité de chacun en fonction de ce stade anal qui lui-même fait suite au stade oral et qui sont les avatars de la libido qui est obligée d'être humanisée dans la mesure où elle est médiée toujours par le symbolique. Et le symbolique lui-même, c'est une chaîne, mais c'est une chaîne qu'il est possible d'interrompre. Donc on peut avoir un fil alimentaire continu et interrompu, et de la même manière, il y a un fil excrémentiel qui constitue une sorte de bégaiement anal. Et là, vous avez vraiment la compréhension de la comparaison de Lacan, de notre structure psychique avec un tore. Vous vous souvenez qu'un tore, c'est un trou central, quoi, et quelque chose qui rentre, quelque chose qui sort. Mais pas n'importe comment, pas selon n'importe quelle modalité, c'est très précis. Et bien sûr que le fait que tout soit gouverné par la sexuation en tant qu'elle est le répondant de la pérennité de l'espèce. Avant tout, nous avons un commandement de pérenniser l'espèce. Et donc, de trouver notre objet sexuel, on ne peut pas se refermer sur notre système psychique. Et nous sommes commandés par ça. Et bien sûr, comme la pulsion n'a pas d'objet, on l'avait vu, puisque la pulsion, étant donné que selon la définition freudienne ou lacanienne, ça revient au même, un mythe grandiose par son indétermination, ou l'écho du fait qu'il y a une parole dans le corps, c'est ce qui anime l'enfant, cherche à trouver un répondant dans le monde. Mais il n'y a aucun objet qui correspond. Mais si vous observez correctement les tout petits bébés, vous verrez qu'ils sont absolument fascinés par les objets. Ils veulent toucher, ils veulent prendre tous les objets qui tombent sous leur portée. Donc, nous avons ce rapport-là à l'objet qui va constituer justement notre entrée dans le fait que le réel, ça va toujours être pour nous quelque chose qui ne va pas, puisque ça, c'est ce qui empêche le système, principe de plaisir, principe de réalité, de se fermer sur lui-même. Et donc, l'objet, ce qui est jeté devant, c'est étymologiquement ça, eh bien, pour chacun, va être, comme Lacan le découvre, et même, c'est la seule invention qu'il s'attribue, c'est l'objet petit a. C'est-à-dire que c'est un objet qui n'appartient pas au monde matériel des objets, mais c'est la projection que le sujet fait de quelque chose qui serait le répondant de son manque constitutif dans le monde des objets. Donc c'est son propre sujet perdu dans le monde des objets, et donc il va le mettre dans d'autres. Donc ça va constituer son illusion, son miracle, ce qu'on veut, ça dépend comment ça tourne, en principe ça tourne mal, de l'amour. Puisqu'il va mettre dans l'autre quelque chose que l'autre n'a pas. Et que le fait que l'autre ne l'ait pas, et qu'il n'en sache rien, va lui donner la possibilité de jouer ou pas à voir l'objet. Et c'est là où on voit la perversion. Parce que dès qu'on s'identifie à l'objet que l'autre voit en soi et qu'on n'a pas, eh bien, on rentre dans une relation perverse parce qu'on fait croire à l'autre et on se fait croire à soi-même. Parce qu'il ne faut pas croire que, justement, nous sommes dans un monde de communication où tous les petits autres se correspondent et nous correspondent. C'est entièrement faux, ça. C'est pour ça que Lacan appelle
le transfert dans sa disparité subjective. Et la disparité subjective, ça veut dire que les deux partenaires ne sont jamais dans une position d'égalité. Il y a toujours un qui est l'objet, l'autre qui est le sujet, même si les rôles changent tout le temps, mais il y a toujours un enjeu qui est lié à la dialectique. Voilà, le mot, c'est dialectique de l'amour. Et ce que nous avons vu dans le banquet de Platon nous permet d'entrer justement dans cette dialectique complexe qui ramène une dimension purement métaphysique de l'amour qui fait que la demande dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est toujours une demande d'amour inextinguible. C'est-à-dire si l'en deçà c'est le désir, qu'il y a l'objet, au-delà la demande, au-delà du nourrissage de départ, c'est toujours une demande d'amour, c'est d'être aimé, donc reconnu par l'autre avec un grand A qui est toujours confusé avec l'autre avec un petit A, jusqu'à un certain moment de la cure, justement, où la bande meubienne, en quoi consiste le sujet, elle est coupée de telle manière que le petit A se détache du grand A. Ça, c'est une période très importante, une étape très importante dans la cure, puisque le sujet ne peut plus être dupe des discours. À ce moment-là, il sait que son manque est à jamais incomblable et il ne va pas le placer dans des petits autres, il va sortir de sa projection fantasmatique. Alors vous avez remarqué qu'aujourd'hui nous sommes dans l'institutionnalisation de la projection fantasmatique, puisque même la science qui reposait sur le réel, c'était une manière d'aborder le réel, elle a évacué le réel au profit des modélisations informatiques, donc de la mathématisation du réel, et ça passe pour de la science alors que c'est purement imaginaire, c'est-à-dire ça reste des projections, et il n'y a pas ce réel de la rencontre. Donc, il n'y a au fond de réel que dans la rencontre entre deux par-lettres. Parce que dès que vous parlez, que vous le vouliez ou non, et c'est ça le ressort de la cure analytique, il y a une disparité subjective. Les partenaires analytiques ne sont pas dans une position d'équivalence. Il y en a un qui est en position de sujet supposé savoir, disons le savoir lui supposé, et l'autre en position de sujet barré qui va évacuer des tas de signifiants justement pour retrouver cet accès à la parole qui le détermine lui en tant qu'il est sujet au désir. Donc il va retrouver la trace de son être perdu, non pas dans le monde des objets, le monde matériel, mais sur un plan purement linguistique, c'est-à-dire vers linguistique dégagée de ses connotations universitaires et pédantes et savantes, bien sûr, c'est uniquement sur le plan de la parole, en s'acheminant lui-même vers sa parole et en étant sujet de la parole, il va conquérir justement quelque chose qui est de l'ordre d'une approche de ce qui constitue l'objet cause du désir, cette fois, mais qui s'est substitué donc au manque fondamental que nous avons appelé das Ding, dans la mesure où cette chose possède deux caractéristiques qui peuvent paraître comme antagonistes, qu'on retrouve dans l'objet petit a, c'est-à-dire l'objet qui me manque, c'est-à-dire qui génère chez moi un désir infini, et en même temps la chose la plus effrayante et même la merde la plus répugnante. Ça, c'est pour revenir sur la structure de la névrose obsessionnelle, où justement, quand vous avez des obsessionnels en cure analytique, il s'agit de ne pas en donner trop, parce que plus vous en donnez, plus lui-même, dans sa tentative de dévalorisation extrême qu'il habite, c'est le cas de le dire, eh bien, il évacue l'autre. Vous vous souvenez que la structure obsessionnelle, c'est qu'il veut que ce soit son désir à lui, sans que ce soit le désir de l'autre avec un grand A.
Or, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, puisqu'on l'a vu, nous dépendons intégralement de l'autre, donc du lieu des signifiants, et que c'est ce lieu des signifiants qui va commander toute notre vie, notre désir. Donc lui, il veut éloigner le grand autre, et donc il se met tout au service du petit autre. Il se met complètement à disposition jusqu'à devenir une merde sur laquelle on tire la chasse. C'est-à-dire, il ne reste rien de lui à la fin, puisqu'il s'est identifié à l'objet même du désir. Et c'est là qu'on place, bien sûr, la structure psychique de la perversion, c'est-à-dire quelqu'un qui sait jouer parfaitement ce jeu, c'est-à-dire de se mettre dans la position de faire jouir l'autre, de telle manière qu'il se rend indispensable et qui met l'autre en position d'autre non castré, de grand autre non castré. Or, le travail, bien sûr, de la cure, c'est de passer à travers la frustration. Vous vous souvenez que c'est pas par hasard que Lacan parle frustration, privation, castration comme trois modalités d'interférence entre l'objet et le manque, et que la castration, bien sûr, même si elle a toujours déjà eu lieu, elle ne devient effective qu'à la fin de la cure, c'est-à-dire quand le sujet assume sa position féminine pour les deux sexes, c'est-à-dire de se soumettre au signifiant. Parce que la castration, c'est le manque symbolique d'un objet imaginaire. Donc, c'est accepter que le grand autre lui-même soit barré, définitivement. Alors là, il y a une nuance vraiment très importante, c'est qu'autant le bébé, ce qui préserve à tout prix, c'est son désir, autant dans les phases de la libido, en quoi elles vont être représentées par le stade oral, le stade anal et le stade génital, là, ce qu'il s'agit de ne protéger à tout prix, de ne plus perdre et de s'en protéger aussi, c'est le phallus. C'est-à-dire ce signifiant manquant même dans l'autre. Parce que si on s'aperçoit qu'il manque en l'autre, on ne peut plus préserver un autre non barré. Donc toute notre vie, disons, infantile ou immature, consiste à préserver très inconsciemment un autre non barré. Par exemple, quand on s'imagine que l'État pourrait quelque chose contre un virus, ou un médecin va pouvoir vous soigner, etc. On est dans le fantasme d'un autre non barré. C'est-à-dire que vous comptez comme un bébé sur un autre non barré qui peut faire face à tous vos déficits. Et le travail analytique va vous amener justement à concevoir que l'autre lui-même est barré puisqu'il est privé du signifiant du vide, le signifiant du manque, celui de la castration, qui est le phallus. Et donc il y a un passage entre protéger le désir dans tout le début de notre vie, donc de protéger notre être de désir. Donc il y a des gens, des enfants, ils veulent plus manger parce que par ce même orifice qui va recevoir la nourriture de l'autre en tant qu'il est le bon vouloir qui veut bien nous nourrir, par ce même orifice va pouvoir se faire jour le discernement du désir. Ben ça, mais pas ça. Je veux des frites, je veux pas de haricots verts. Là, petit à petit, donc, il va préserver quelque chose qui est l'écho de son désir, mais qui doit passer par tous les stades, bien sûr. Ce sont des épreuves comme un jeu. Là, tous les jeunes jouent à des jeux, ils ont plein d'épreuves à passer, des tableaux et tout, mais ils voient pas que c'est le réel, c'est comme ça. Il y a jamais quelqu'un, donc un Dieu tout-puissant. Le Dieu même des chrétiens n'est pas un Dieu tout-puissant, puisque Eli, Eli, lama sabachthani, ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il peut pas sauver son propre fils, ça veut dire que c'est barré. C'est-à-dire que la responsabilité, la double nature, donc, là, elle intervient chez le Christ lui-même, c'est-à-dire que ça passe chez l'homme. Tu dis que tu es religieux, tu te dis musulman, juif, chrétien, bouddhiste, je sais pas quoi. Pas de problème. Montre comment tu traites l'autre, le petit autre. Quel est ton fantasme du grand autre qu'il y a dans ce petit autre-là? Comment tu lui parles? Mais pas seulement comment tu lui parles, parce que ça c'est très trompeur, parce que la plupart des gens ici se prétendent extrêmement altruistes, ils prennent la défense des migrants, des délinquants, etc. Mais ils ne les prennent pas chez eux. Hein. Ce qui compte, c'est ce que tu fais
Comme dit Lacan, ce que tu fais, ça a été ce que tu es. Donc tout ce travail-là, des atermoiements de la libido avec la demande qui va conditionner et colorer, teinter le besoin, va faire de nous des êtres humains en devenir, c'est-à-dire des porteurs de la parole. Voilà en quoi réside véritablement le travail de l'amour, qui fait que l'amour de la psychanalyse rejoint effectivement l'ananké originelle telle qu'elle est énoncée chez les Grecs et qu'on retrouve dans les évangiles avec l'ananké chrétienne, c'est-à-dire que c'est un amour de l'autre dans son altérité absolue, c'est-à-dire où il n'y a pas de retour, il n'y a pas de consommation, alors que originellement, on l'a vu, c'est de la voracité. C'est pour ça que Lacan dit on aime quelqu'un comme on aime le gigot de mouton. C'est-à-dire qu'on va le dévorer. D'ailleurs, regarde-moi ces petites joues, on a envie de mordre dedans, blablabla. Bla, bla. C'est-à-dire qu'on voit la pulsion orale originelle, elle est comme ça. Et ce qu'on retrouve dans les mantes religieuses, c'est pas seulement les mantes religieuses. Dans la plupart des copulations animales, très souvent, c'est le pénis lui-même qui se détache. Parce que justement, là, nous avons l'image, disons, du phallus en tant qu'il est ce signifiant qui s'est détaché. Il n'est plus justement une partie du corps. Et le paradoxe, c'est que si les femmes sont effectivement phalliques, mais pas toutes phalliques, puisqu'elles ont une jouissance à part, la jouissance de l'autre, les hommes, eux, malheureusement, qui sont idiots, puisqu'ils sont tout phalliques, donc pour un homme, c'est absolument impossible de comprendre une femme. Alors quand on est psychanalyste, qu'on entend les femmes vous dire la vérité de leurs fantasmes, de leurs désirs, etc., alors je comprends que Lacan est fait de Tirésias, le maître de la psychanalyse, parce que Tirésias c'était celui qui avait été transformé en femme pour avoir justement vu Artémis nue, et donc ça a été son châtiment, puis il est revenu après, et donc, mais aveugle, et à ce moment-là, il a dit que la jouissance des femmes était 10 fois supérieure à celle des hommes. Mais effectivement, il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire qu'il n'y a pas de complémentarité entre les hommes et les femmes, comme il peut y avoir entre une prise mâle et une prise femelle. Il y a juste une possibilité d'amour, de se renvoyer, un peu comme dans ce mythe d'Éros et de Psyché, que je vais vous raconter, mais cette fois sur le mode transcendant, puisqu'il ne s'agit pas d'un homme et d'une femme, il s'agit de la manière dont fonctionne le désir avec la psyché humaine. Donc, Psyché, c'est la plus belle des femmes, on peut dire. C'est son péché. Parce que Aphrodite elle-même en prend ombrage. Et donc, qu'on dise comme ça que Psyché est tellement belle, Aphrodite, ça commence à lui peser sur les nerfs. Donc, elle délègue son propre fils, Eros, pour qu'elle tombe amoureuse, que lui, parce que lui, il a le pouvoir de rendre amoureux tout le monde, y compris les dieux, etc. Donc, on verra à la fin de l'histoire, justement, ça va intervenir, notamment avec Zeus. Mais seulement, évidemment, Eros tombe amoureux de Psyché. Et donc là, ça se corse. C'est-à-dire qu'il trouve un moyen et il dit écoute, voilà, tu es mon épouse maintenant, et ils font l'amour, il l'installe quelque part, la seule condition, c'est qu'elle ne le voit pas. Donc on retrouve ça dans toujours cette condition dans le Lohengrin de Wagner, etc. Ce sont des histoires qui ont fait long feu. Ça parcourt le monde entier, toutes ces histoires-là, parce que ça parle de notre structure psychique. Donc évidemment, c'est une femme, elle est curieuse. Et puis bien sûr, elle a des sœurs. Alors là, c'est ce que Lacan appelle le barda familial. C'est-à-dire, c'est très dur de se sortir du barda familial, qui là est représenté par les sœurs, qui s'étonnent de ne plus la voir, et puis de la voir tellement heureuse comme ça, etc. Alors évidemment, elles vont la tarabuster jusqu'au point où
Psyché va céder et va révéler son secret. Évidemment, là, les sœurs vont pas avoir d'autre ambition que de séduire elles-mêmes Eros. Elles trouvent ça, comme dans Cendrillon, absolument injuste au dernier degré que ce soit cette imbécile de Psyché, alors qu'elles sont tellement supérieures. Et donc, Psyché va se retrouver dans la position où Eros, bien qu'elle ait commis un parjure, il est tellement amoureux d'elle que, elle va faire en sorte qu'elles aillent leur perte. Mais auparavant, c'est la manière dont est peint un seul tableau au monde de cette facture-là, d'un certain Jacopo Zucchi. Et c'est dans un endroit, c'est près de la sortie, c'est pas les trucs principaux, etc. Le thème Eros et Psyché a été peint par Raphaël des centaines de fois. Mais ce tableau-là, c'est le seul qui met en scène Psyché, donc avec une lampe. Donc vous savez que c'est une goutte d'huile qui va tomber sur l'épaule et qui va blesser Eros et le réveiller, etc. Mais dans la tenue de la lampe comme ça, d'une main, et de l'autre main, elle a un glaive qui est là pour couper. Ça, c'est très important. Et cette lame-là, elle est là parce que, et c'est le seul moment où il y a cette lame, qui est une bilame en plus, hein, c'est une épée qui coupe des deux côtés, qui est là parce que les sœurs ont fait croire que si Eros ne voulait pas se montrer, c'est qu'en fait il s'agissait d'un serpent monstrueux, d'un saurien, et qu'il s'agissait de lui couper la tête, comme par hasard, comme les mortes religieuses coupent la tête de leur partenaire, etc. Et donc il s'agit de la notion de castration. Hein. Donc la castration commence par disons, les compensations de la castration originelle qui fait que nous sommes des êtres de langage va commencer par des formes substitutives, dont la première est cet amour vorace, hein, de dévorer l'autre, et donc qui va ensuite devenir, au stade anal, va orienter la sexualité. Mais vous allez voir que toutes les possibilités de fantasmes, là, mais qui sont en fait, qui se résument d'une certaine manière. Le fantasme est propre à chacun, mais en fait, sa structure, elle est commune d'abord à un élément phylogénétique, qui est la survie de l'espèce, et ensuite, il peut se révéler dans la cure, et c'est bien sûr le problème le plus délicat de la cure, parce que chacun dans le fantasme s'imagine que c'est son être. Ben oui, parce que c'est le fantasme qui recouvre l'être manquant. Et donc, c'est là où c'est le plus dur, mais c'est là où il faut aller. Il faut aller dans le fantasme sexuel. Il faut exposer son fantasme sexuel parce que derrière, il y a le fantasme originel qui, lui, n'est pas sexuel et qui articule les possibilités du sujet. Et ça, c'est une étape très importante dans la cure. Et là, justement, mis à part Judith et Holoferne, qui a à peu près la même structure, parce que vous vous souvenez que Judith tient par les cheveux la tête d'Holoferne qu'elle a coupée. Donc, là, elle tient la lampe comme ça avec son épée, et c'est là la merveille absolue de ce tableau de Jacopo Zucchi, qui est que, évidemment, Eros est là, allongé, et il a des fleurs qui recouvrent ses parties intimes, entre guillemets. Mais il est très clair qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a que les fleurs, mais qu'il n'y a pas. Il n'y est pas, il n'est pas là. C'est-à-dire le phallus n'est jamais là, puisque c'est le signifiant du manque. Mais c'est tellement bien fait, hein, puisqu'il est assimilé au serpent, et donc c'est là où on a ce passage que je vous ai un peu exposé dans le travail avec le banquet de Platon, entre l'avoir et l'être. Donc c'est lui qui est présenté comme étant ce serpent, ce saurien, donc il s'agit de couper, etc. Parce qu'il est toujours déjà coupé, puisque c'est le signifiant qui manque à la présence elle-même. Et c'est sans ce signifiant-là, comme dans le jeu de taquin où vous avez cette case vide avec laquelle vous pouvez composer tous les motifs possibles, à condition qu'il y ait une case vide, qu'il en manque une.
Eh bien, ça, c'est le signifiant du manque, c'est le phallus, c'est la parole elle-même. Et la castration, ce n'est rien d'autre que le manque symbolique. C'est-à-dire que nous manquons du symbolique. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à parler, nous ne savons pas parler. Et les bébés le savent très bien, parce que ils entendent tout, ils savent qu'ils sont dans un univers qui est intégralement structuré par la parole, mais eux, ils n'arrivent rien à dire. Ils mugissent, ils vagissent, ils n'arrivent rien à dire. C'est quelque chose qui fait que leur être leur apparaît comme à crédit. Demain, tu pourras. Donc, c'est très drôle de voir ça. Moi, j'ai vu ça avec mes enfants. Clara, déjà, bébé, elle se voyait déjà petite femme. Déjà, quand elle avait, 4 ans, elle expliquait à des petites filles de 3 ans elle avait déjà un soutien-gorge à la plage. C'est-à-dire que l'être vient à crédit parce que le sujet, il est déjà tout prêt. C'est juste qu'il n'a pas les moyens, c'est tout. Et les moyens sont d'abord les moyens de la parole. C'est pour ça que, comme vous avez pu le constater, si les moyens matériels, et notamment les moyens financiers, sont au centre des préoccupations, le moyen de la parole doit être supérieur. Parce qu'il y a un moment où il y a incompatibilité. Et quand on s'en aperçoit, c'est toujours trop tard. On a choisi ou l'argent, c'est-à-dire la promesse de l'argent, du bonheur, du confort, blablabla, tout le truc capitaliste. C'est-à-dire on vous présente des objets que vous n'aurez jamais, et que même si vous les possédiez, de toute façon, ça ne vous rendrait pas plus heureux, par rapport à la parole en tant qu'elle est une traite à crédit pour chaque enfant d'apprendre à devenir un parlant, de devenir un sujet de la parole, d'arriver à enfin trouver le bon maître, parce que sinon on est toujours soumis. Mais le problème c'est d'être soumis à des mauvais maîtres, donc à des mauvais dieux. Donc comme dit Sloterdijk, même lui, il dit il vaut mieux avoir un dieu que d'être soumis à son chef, quoi. Parce que il y a quand même un peu plus de transcendance, hein, on peut questionner un peu mieux, etc. Donc vous voyez que nous sommes dans une société qui est à l'opposé de toute transcendance. On ne résume pas la transcendance aux élucubrations, à la mousse religieuse, à toutes ces histoires-là, mais purement à de la logique. C'est-à-dire nous sommes des êtres de logique, des êtres de parole, et notre rapport à l'amour, il est d'ordre logique. C'est-à-dire que c'est l'amour qui conditionne la logique. C'est parce qu'il y a cet amour originel, ce qui explique donc l'approche chrétienne, parce que vous savez qu'il y a 3 voies, donc la voie législative, la voie judaïque, la voie chrétienne qui est la voie de l'incarnation, la voie de l'amour, et puis la voie prophétique qui est la voie islamique. Et donc la voie de l'amour, c'est que l'amour n'est pas là pour, comme le dit le Christ lui-même, pour contrevenir à la loi, pour se substituer à la loi, mais il est là comme accomplissement de la loi. C'est-à-dire que c'est là où, au stade génital, justement, c'est pour ça qu'il y a eu une inflation dans les années 60 avec trouver le bon objet. Mais non, il n'y a pas de bon objet. C'est toujours un objet partiel parce que, au fond, c'est là où on tend la main, comme dans ce passage magnifique de Lacan, pour saisir la rose, et qu'à la place de la rose, c'est une autre main qui se tend vers nous, etc. Et donc, il y a l'acceptation du manque en tant qu'il est constitutif et que ce manque-là est toujours, a priori, un manque de parole, parce que c'est un manque de symbolique, et que nous ne savons pas parler. Ce en quoi nous sommes des prolétaires. Le vrai sens de tous prolétaires, que dit Lacan dans la 3e, c'est que nous n'avons pas de discours pour faire lien social. Donc la seule possibilité que nous ayons, c'est d'aller à la rencontre déjà de notre propre, disons, scénographie de Eros et Psyché pour nous. Comment Eros et Psyché, dans notre petite enfance, se sont manifestés dans le stade oral, le stade anal, nos premières expériences sexuelles, les fantasmes, ce qui nous fait jouir ou pas, ce qui nous refroidit, qui peut être l'envers du fantasme, etc. Et à travers la parole, c'est-à-dire le fait de l'amener vers la parole, entendre et revenir vers ce désir en tant qu'il est toujours spécifique à chacun de nous et qu'il est une désinence du dire, donc un effet et la parole elle-même. Donc nous sommes condamnés à apprendre
d'une certaine manière. Et sur Terre, il faut tout apprendre. Il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à... Tout s'apprend, même à mourir. Nous devons tout apprendre et nous ne pouvons pas apprendre autrement que par la parole, parce que nous sommes nous-mêmes un manifeste de la parole. Notre corps lui-même est fait par la parole. C'est une parole déjà articulée, ce qui fait qu'elle n'est plus articulable, et dans les articulations de notre flatus vocis, c'est-à-dire les émissions de gaz que nous émettons par la bouche et qui nous tient lieu de parole, nous devons trouver une certaine résonance avec le corps, parce que la parole, comme dit Lacan, c'est ce qui a des effets réels. Et justement, je les appelle philosophes, là, les universitaires et les pseudo-psychanalystes, parce qu'ils ne savent pas que la parole a des effets. Et donc, ils ne sont pas dans le type d'écoute de la parole qui convient. La parole, c'est la parole qui est charriée par cette chaîne de signifiants qui est indépassable. Donc, au final, qu'on le veuille ou pas, nous devons nous soumettre aux signifiants. Sinon, on se soumet à un mauvais maître.